Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Il est exactement 9h. La situation de la circulation du trafic routier est toujours stable. Selon les informations que nous envoient les forces de police nationale, rappelez que dans le cadre de nos activités, Urban FM est en partenariat avec les forces de police nationale pour vous donner l'état de la circulation du trafic sur Libreville, ses environs, au Vendo et à Kana. Dans le Fresh Morning ce matin, je vous ai dit qu'on recevrait le ministre d'État, le ministre des Sports et de la culture chargé du tourisme avec Moslem. On parlera beaucoup plus de sport. On parlera beaucoup plus de sport et il s'agit pour nous de revenir sur l'actualité qui occupe le devant de la scène. Vous savez que lundi, on en a parlé un tout petit peu dans le Coq en l'Âne. On disait que la situation qui prévalait aujourd'hui dans le monde du sport méritait qu'on s'y attarde un tout petit peu et qu'on ait quelques éclaircissements pour que l'opinion publique puisse comprendre ce qui se passe et pouvoir se faire une idée de comment les autorités, notamment le ministère aujourd'hui que nous recevons, entend faire en sorte qu'il y ait de la sérénité dans le monde du sport, notamment dans le football gabonais. Surtout, ça concerne notre première sélection, donc l'équipe A qu'on appelle les Panthères du Gabon. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où cette équipe-là est engagée dans la compétition qui devra la conduire à participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée au Cameroun, Coupe d'Afrique des Nations totale, c'est comme ça qu'on appelle, qui devra se dérouler au niveau du Cameroun. Donc à ce moment-là, avec tout ce qu'on a connu, il était de bonne loi pour nous de pouvoir recevoir une autorité, du moins une personne qui a la possibilité de renseigner les populations. D'accord, merci Monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre d'État, vous revenez d'une grosse campagne politique. Comment ça s'est passé? Vous êtes déjà un peu habitué, vous êtes un homme politique, déjà beaucoup de longues années. Ah, mais vous savez, en politique, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre et puis repartir. Donc ça a été une belle campagne. Avec beaucoup d'adversaires sur un siège qui Beaucoup n'existait pas il y a d'adversaires sur quelques un temps. siège qui n'existait pas, sur un siège qui a été créé à l'issue du dialogue politique. On a estimé qu'il fallait reconfigurer un certain nombre de sièges. Et le siège unique du 2e arrondissement du canton de Tanlouli a été créé. Et puis il y a eu une multitude d'adversaires. Mais si vous voulez, c'est pas ce que je veux retenir. Ouais, Ce qu'il me faut retenir, c'est la mobilisation des populations, des jeunes, des femmes, des notables autour d'une candidature de l'espoir. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes allés à cette campagne. S'il y a 2 ans, on nous avait dit qu'on gagnerait dès le premier tour, cet aurait été quand même circonspect. Donc il y a un travail qui a été fait et qui fait qu'aujourd'hui, une responsabilité. Être élu au premier tour, c'est bien. Oui. Mais il faut entendre le message. Le message, c'est qu'on vous fait confiance, on vous confie notre siège, vous en êtes le porte-flambeau, le porte-étendard, et on attend en retour un certain nombre de projets de développement sur des situations qui sont simples, de l'eau potable, un peu d'énergie si possible, financer les micro-projets. Donc ce sont des choses simples. Et nous sommes très heureux parce que nous avons été élus sans aucun engagement, sans aucune promesse, simplement présentant le projet du chef de l'État et le bilan qu'on peut en tirer. Et c'est vrai que le siège unique du 2e arrondissement de Makoko et du canton de Tanlouli vous a fait confiance, mais comment vous jugez aujourd'hui le positionnement de Logwe et Vindo sous l'étendard d'Ali Bongo, parce que quand on voit sur 12 sièges, 11 ont été remportés de facto dès le premier tour par le PDG. Il n'y a que sur le siège de un des sièges dans l'Azadier qui a été remporté par le PSD. Qu'est-ce qui traduit aujourd'hui cet engagement des populations de votre province derrière la politique d'Ali Bongo? Lorsqu'on connaît le Vindo, ce score peut paraître comme un paradoxe. Nous sommes l'une des provinces qui a le moins reçu d'investissement public ces 10 dernières années. Nous sommes l'une des provinces qui connaît le plus fort taux de chômage des jeunes avec des situations sociales difficiles, y compris au cœur même de Makoko. Mais dans le même temps, nous avons compris que c'est en étant derrière le chef de l'État et le gouvernement qu'on peut obtenir un certain nombre d'avancées. C'est pour cela que je disais qu'il y a une responsabilité derrière cette victoire, qui est d'ailleurs d'abord la victoire du chef de l'État, la victoire de tous ceux qui sont mobilisés, le Premier ministre, qui a soutenu toutes les candidatures, qui s'est personnellement engagé pour qu'on remporte ces élections dès le premier tour. Et je pense qu'on lui doit aussi cette victoire globale dans le Vindo. Maintenant, il va falloir travailler dans une vraie dynamique, pas seulement le Vindo, mais l'ensemble des députés qui ont été élus
pour le compte du Parti démocratique gabonais, soutenir le gouvernement, l'amener à agir davantage, l'amener à faire plus, parce que nous n'aurons plus demain d'excuses. On ne pourra pas dire demain qu'on n'avait pas de majorité pour travailler. Le peuple nous a donné une majorité claire qui s'est dégagée dès le premier tour. Il s'agit maintenant de transformer notre pays, comme le slogan de campagne l'a dit. Il faut accélérer la transformation. Et je pense que le prochain gouvernement n'aura pas d'excuses et il aura une assemblée qui en voudra. Une assemblée qui va le pousser à faire davantage parce qu'il faut que le projet du chef de l'État soit traduit en actes. Mais vous ne pensez pas quand même une assemblée déjà à majorité PDG ne souffrirait pas du caractère monocolore et qu'il n'y aura forcément pas de débat pour pouvoir pousser le gouvernement à régler les problèmes, notamment si on prend le cas de votre province où il y a toujours des problèmes d'infrastructures routières auxquels les populations font face. Est-ce qu'aujourd'hui, la forte majorité ne peut pas être un frein aussi? Lorsque vous le dites, c'est parce que vous ne prenez pas en compte tous les débats internes qui traversent le Parti démocratique gabonais. Vous savez qu'il y a eu l'élection des membres du bureau politique et ça n'a pas été simple. Il y a aujourd'hui un vrai renouvellement de l'élite politique au sein du PDG. C'est plus de 75% de renouvellement pour ce qui est des élections locales, plus de 65% de renouvellement pour les législatives. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles élites qui arrivent, qui en veulent et qui vont pousser. Nous sommes, nous qui avons 50 ans aujourd'hui, une génération intermédiaire entre ceux qui nous ont précédés, qui sont en train de partir, et vous qui arrivez derrière, qui poussez. Donc il nous faut travailler pour mériter notre place. Sinon, aux prochaines élections, on ne sera plus là. Très bien. Alors nous, on va nous orienter vers un des sujets également qui nous intéresse ce matin. Oui, c'était samedi matin, le ministre d'État a convoqué une réunion. Exactement, le 20 octobre dernier, vous avez convoqué aussi bien les responsables de la FEGAFOOT, mais également du Fonds national de développement du sport pour discuter de long en large de tout ce qui tourne autour, non seulement du sport, mais surtout du football national. Quel était le contenu essentiel de cette rencontre ? D'abord, il faut préciser que nous sommes en charge du développement du sport en général dans notre pays. Nous portons les politiques publiques dans ce domaine. Et par discipline sportive, il y a une organisation qui est mise en place. Il y a une fédération gabonaise de handball, de basketball, de football. Et pour chacune de ces fédérations, chacune des fédérations prises ici dans chaque discipline, il y a des politiques publiques qui sont en place. Et l'État a mis en place une politique de financement qui est fondée d'abord sur le financement public à travers le trésor public, les inscriptions budgétaires de l'État, ligne par ligne. Et il y a aussi un financement qui vient du Fonds national de développement du sport, dont la mission est de financer le sport. Mais de financer le sport lorsque le ministère de tutelle a examiné et a validé. Donc il faut d'abord que ces choses-là soient comprises par tout le monde. Ensuite, pour revenir à la réunion de samedi, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe que nous avons enchaîné 2 victoires, ce qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Ces victoires, on les enchaîne dans quel contexte ? Nous venions de remplacer l'entraîneur Camacho pour absence de résultats. On a confié l'équipe nationale à un compatriote qui est Daniel Cousin, qui a été joueur, qui a été capitaine, qui a été manager général et qui aujourd'hui est sélectionneur. Il enchaîne donc 2 victoires. Et paradoxalement, au lieu que ce soit des moments de célébration, des moments de se dire, ah tiens, il y a eu 2 victoires, quelles ont été les recettes de ces victoires pour qu'on s'en inspire pour préparer les prochaines victoires. On est rentré dans une polémique pendant toute une semaine. Et moi, j'étais absent du Gabon, j'étais en mission. Et je me suis interrogé sur l'origine de la polémique. Pourquoi il y avait polémique ? Il s'est trouvé 3 acteurs autour de cette polémique. Premier acteur, la Fédération gabonaise de football. En tant que garant du développement du football dans le pays et surtout en tant qu'entité à qui l'État a confié la gestion de l'équipe nationale. Il y avait également le FNDS que vous avez indiqué, qui est le Fonds national de développement du sport, qui aujourd'hui finance en quasi-totalité les activités de l'équipe nationale. Ses regroupements, les primes de match, le transport, tout l'environnement autour des Panthères du Gabon aujourd'hui est quasiment financé à 100% par les ressources issues du FNDS. Et puis il y avait l'attitude d'un certain nombre de joueurs. Au regard de tout ceci, il nous a semblé urgent au niveau du ministère d'appeler les uns les autres pour ramener la sérénité. D'abord refixer les missions des uns des autres et ramener la sérénité. J'ai donc dû rappeler à la FEGAFOOT quel est son rôle, quelle est sa mission. Le développement du football dans le pays, mais de tous les footballs, féminins, minimes,
cadets, juniors, mais aussi la gestion des équipes nationales de football féminines et des autres équipes de football. On a rappelé ça. On a rappelé que la tutelle s'exerce par le ministère et que c'est le ministère qui décide en dernier ressort. Ici, la FEGAFOOT est un organe technique du ministère, mais c'est le ministre qui décide. Donc cela a été rappelé. Nous avons rappelé également, au fond, que le fonds n'est pas juge d'opportunité. Le fonds n'a pas à juger, lui, de quelles dépenses il doit effectuer. Le fonds a à nous indiquer quelles sont ses disponibilités, quels sont les arbitrages qu'on peut faire, et le ministère décide. Donc, c'est parce que le ministère, depuis de longues années, s'est mis en retrait que les uns et les autres ont pensé qu'ils pouvaient agir tout seuls. Le ministère reprend toutes ses prérogatives et va les exercer pour le bien du football gabonais, pour le bien de l'équipe. Est-ce que ce n'est pas une ingérence? Ah non, ça n'a rien à voir. Nous ne nous mêlons pas du fonctionnement de la FEGAFOOT. Nous ne nous mêlons pas de comment ils ont été élus, de comment ils se gèrent. Nous ne nous mêlons pas de ça. Il s'agit de la gestion de l'équipe nationale. L'équipe nationale appartient à l'État. Le garant de l'équipe nationale, c'est le ministère des Sports. C'est clair, c'est noir sur blanc. Mais comme le ministère des Sports ne peut pas au quotidien gérer une équipe nationale, ce n'est pas notre métier, nous ne sommes pas techniciens, nous confions donc à quelqu'un qui gère. Mais c'est nous les propriétaires. Est-ce que c'est une ingérence de dire à un gérant, moi je ne veux plus de telle ou telle chose, je veux que ça aille comme ça? Au contraire, c'est de n'avoir pas été présent qu'on a connu certains dérapages. Nous serons de plus en plus présents. Au cours de cette rencontre, vous avez aussi abordé la question d'une charte pour les joueurs. Depuis, avant qu'on ait cette rencontre et l'évocation de cette charte, comment se passait réellement, on va dire, le contrat entre les joueurs et, on va dire quoi, l'équipe nationale lorsqu'ils venaient jouer ici? Est-ce que vous pensez que la charte va véritablement régler les problèmes que certains observateurs présentent comme de véritables problèmes de fond, qu'il faut prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail pour les... Monsieur le ministre, avant d'arriver à la charte, parce que... Mais la question attends, posée, je peux répondre. il a déjà posé Mosley. Bien. Voyez-vous, et cette manière de procéder est devenue une habitude dans notre pays. Quand on veut régler un problème, on vous dit, mais il y a d'autres problèmes. Mais commençons par régler celui qui se pose. Il y a des problèmes de fond qui se posent à l'équipe nationale, qui se posent au football gabonais. Il est en panne, il est à l'arrêt, et nous travaillons pour le redémarrer. C'est un fait, c'est une évidence. Le football va mal, c'est une évidence. Mais ce n'est pas parce qu'il va mal qu'il faut que l'équipe nationale plonge. Aujourd'hui, dans n'importe quelle association de quartier, on fait un règlement intérieur qui fixe les prérogatives des uns et des autres, qui fixe les règles qu'il faut respecter au sein de l'association. On ne peut pas imaginer qu'une équipe nationale n'ait pas de charte, que les joueurs viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils sortent lorsqu'ils sont en regroupement, sans autorisation. Ils vont voir les gens au quartier sans autorisation. On ramène la nourriture au casernement sans autorisation. Ceci n'est plus acceptable. Et donc cette question de charte, ça fait 7 mois qu'on en parle. Et j'ai donc donné maintenant 1 semaine à la fédération pour me proposer un texte. Et nous discuterons avec les joueurs et le texte sera adopté. De sorte que chacun le respecte. Ce sera déjà ça. C'est l'équipe nationale, c'est l'équipe de la nation. Et donc, il faut que les uns et les autres en soient conscients. Nous, en tant que ministère, nous devons en être conscients et mettre en place tout l'environnement qui permettrait à l'équipe de réussir. Les encadreurs doivent en être conscients, mais les joueurs eux-mêmes doivent prendre conscience qu'ils sont en équipe nationale. Ils ne sont pas au club. Du reste, beaucoup d'entre eux se permettent en équipe nationale ce qui ne se permettrait pas au club. Et donc, c'est ça qu'il faut rappeler. La discipline, la rigueur, le respect. Ce sont des éléments indispensables qu'il faut simplement remettre sur la table. Et ce n'est pas quand même la mer à boire, c'est le b.a.-ba dans ce domaine. Alors, moi, je voulais revenir, monsieur le ministre, parce que moi, j'étais à la conférence de presse. On a beaucoup parlé de l'avion. Vous venez de dire ce matin que vous n'allez pas faire de l'ingérence, mais vous allez reprendre la main. En reprenant la main, on se retrouve dans une situation où on est passé de 65 millions à 130 millions. Finalement, comment ça va se passer? Parce que vous avez dit à la conférence de presse qu'il y a 60 millions qui sont partis. Mais lorsque vous me dites que je reprends la main et que les conséquences, c'est qu'on est passé de 60 millions à 165 millions, ça veut dire que vous mettez sur moi les choix qui ont été faits. Parce que simplement, tout étant parti du fait qu'il y a eu une dispute d'abord autour de l'avion qui avait été affrété par le FNDS et qu'à ce moment-là, ce qui est sorti des communiqués, c'est que les hautes autorités
On ne sait pas si c'est le ministère ou une autre entité qui a décidé en dernier ressort de la validation de l'avion qui a finalement Mais conduit écoutez, l'équipe moi j'ai expliqué la au situation. Sud-Soudan. J'ai expliqué la situation. Il faut tenir compte de ce que je vous ai dit Oui, monsieur le et ministre. qui n'était contesté par personne. J'avais demandé à ce qu'un avion soit affrété. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de compagnie aérienne qui rallie Libreville à Juba directement. Et que si on prenait les avions commerciaux, les joueurs devaient partir de Libreville pour passer une nuit à Addis Abeba et attendre le lendemain à 12 heures pour prendre un vol qui les conduirait à Juba. C'était long, c'était fatigant pour un match qui allait se jouer mardi. Donc, en accord avec la FEGAFOOT, nous avons décidé d'affréter un avion. J'ai donc demandé au FNDS de travailler avec la FEGAFOOT pour affréter un avion. Ce que le FNDS a fait. La FEGAFOOT me dit que le FNDS ne l'a pas associé. Donc c'est là qu'a été le premier problème. Le FNDS me dit qu'il a travaillé avec des éléments de la FEGAFOOT, mais surtout avec le sélectionneur Daniel Cousin, à qui il a présenté les caractéristiques de l'avion, les capacités de l'avion, etc. Donc cela a été fait. Les joueurs, lorsqu'ils contestent l'avion, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont seulement dit, ah mais tiens, c'est le même genre d'avion qui nous avait amené en Zambie et qu'on avait refusé d'emprunter. Donc, si c'est ce même genre d'avion, on ne parle pas. Mais ils ne l'ont pas vu. D'accord? Le FNDS a donc présenté l'avion, les photos, etc. J'ai demandé à M. Simard de faire venir l'avion. Mais nous sommes samedi à 21h. Je dois aller en mission à l'étranger. Je dois prendre l'avion Air France samedi à 22h. Je vais voir les joueurs et ils me disent, Monsieur le ministre d'État, nous, cet avion, on ne le prend pas. En tant que ministre, je prends mes responsabilités de faire en sorte que les joueurs aillent à Juba. Je ne voulais pas que pour une histoire d'avion, on aille me dire demain qu'on n'a pas pu nous rendre à Juba parce qu'on n'a pas pu affréter un autre avion. Mais je n'ai pas désavoué le FNDS. J'ai estimé que les joueurs ayant pris une position difficile à dénouer autrement qu'en prenant un autre avion, nous avons pris un autre avion. Mais j'ai quand même fait venir cet avion affrété par le FNDS, qui a été examiné par notre autorité de l'aviation civile, qui a dit qu'à point de vue sécurité, cet avion ne pose aucun problème, qui a été examiné par les gens le staff technique des Panthères, qui a estimé qu'il ne posait aucun problème, mais nous ne voulions pas donner prétexte aux uns et aux autres de ne pas aller à Juba. On a donc affrété cet avion d'une compagnie aérienne africaine. Ils sont allés à Juba. Et là où j'ai indiqué très clairement, et je le redis ici, à votre micro, on ne peut pas faire un bras d'honneur à l'État. C'est qu'après avoir exigé un avion, on a affrété un avion de 140 places pour transporter 40 personnes, eh bien, il y en a qui n'ont pas pris cet avion. Et ça, ce n'est pas acceptable. Si vous exigez un avion, et on le fait, vous avez le minimum d'obligation de le prendre. Même si après, l'entraîneur ne vous classe pas, mais vous le prenez par respect de l'engagement pris par les autorités. Vous voulez parler du départ d'Aubameyang de la sélection? Je ne sais pas s'il est parti de la sélection. C'est deux choses différentes. Je sais qu'il n'est pas du fait qu'il ne soit pas allé à Juba avec l'ensemble de l'équipe. Je ne parle pas d'un joueur en particulier. Je dénonce des comportements. Aujourd'hui, c'est Aubameyang. Hier, c'était d'autres. Ce genre de comportement, ce n'est pas acceptable lorsqu'on est dans une équipe nationale. On représente un État, on représente une nation. Il y a un minimum de respect. Respect envers l'État, respect envers ses coéquipiers, respect envers le public. C'est de ça qu'il s'agit. Après, moi, je suis très clair. Nous avons aujourd'hui, de mon point de vue, la meilleure génération de football qu'on ait connue depuis très longtemps. Dans tous les compartiments de l'équipe nationale, nous avons des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens. Donc nous avons aujourd'hui le potentiel pour aller très loin en Coupe d'Afrique des Nations et même pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe du Cameroun qui a gagné au Gabon en 2017 n'était pas meilleure que l'équipe nationale du Gabon. Qu'est-ce qui nous manque? La discipline, la rigueur, l'exemplarité. C'est tout ça qui nous manque et qu'il faut ramener à la tanière. Donc, moi j'entends des choses, je lis ce qui s'écrit. Je n'ai jamais dit qu'Aubameyang n'était pas un bon joueur. J'ai même dit au cours de ma conférence de presse que c'est un très bon joueur, que c'est le meilleur que nous avons aujourd'hui. Mais précisément parce qu'il est le meilleur, il a une double responsabilité. La responsabilité d'être le meilleur et donc d'être l'exemple. La responsabilité d'être le capitaine et donc de porter des valeurs. Voilà ce que je dis. Vous êtes le meilleur élève de votre classe, d'accord? Ça ne vous autorise pas à venir en retard à l'école, à vous lever quand vous voulez, à sortir de la classe comme vous voulez, parce que vous êtes le meilleur. Au contraire, parce que vous êtes le meilleur, vous devez être un exemple, un modèle pour l'ensemble
de vos collègues. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça, Monsieur le ministre, vous êtes venu, vous avez fait une réunion, vous avez calmé les ardeurs, mais vous avez vous-même remarqué qu'il y avait un problème. Est-ce que vous avez essayé de chercher la source du problème? Mais bien sûr. du moins l'opposition qu'il y a aujourd'hui entre la FEGAFOOT et le FNDS. Est-ce que vous avez essayé de chercher pourquoi on Parce en qu'il est y a eu- arrivé là alors que vous, à la veille de il y a votre eu une voyage, guerre entre- vous avez tout calmé? par médias interposés. J'ai reproché à la FEGAFOOT sa communication. J'ai indiqué à la FEGAFOOT que désormais, tout communiqué qui concerne l'équipe nationale, avant d'être public, doit être soumis au ministre parce que ça engage la nation gabonaise. Et donc, il n'y aura plus de communiqué de la FEGAFOOT à tout va. Première chose. J'ai reproché au FNDS, dans sa communication, d'avoir souligné quelque chose qui laissait apparaître des divergences autour de la question de la gestion des ressources financières. Moi, je suis ministre depuis plus de 7 mois maintenant. Et je n'ai pas attendu le match des Panthères pour me rendre compte des difficultés qu'il y a entre certaines fédérations, le ministère et la question de l'argent public. Il y a de vrais problèmes. Mais ces problèmes, on ne les règle pas autour d'un match. On les règle en toute sérénité, en fixant les règles. Et moi, j'ai fixé les règles. J'ai dit au FNDS, et qui applique ces règles-là, pour ce qui est du transport, il faut systématiquement faire des consultations pour aller au mieux offrant dans un rapport qualité-prix. Pour ce qui est du logement des joueurs, pareil. Pour ce qui est des primes, nous ne voulons plus entendre dire que les joueurs n'ont pas eu leurs primes. Et depuis que nous sommes là, il n'y a aucun problème de primes. Mais il se trouve que certains avaient des habitudes. Que ce soit au niveau de la FEGAFOOT, au niveau du ministère, au niveau d'autres intervenants, certains avaient des habitudes, y compris dans le staff des Panthères, et des mauvaises habitudes en termes de factures qui ne sont pas forcément conformes, mais tout ça va être examiné, mais à froid. On n'attend pas un match pour régler ces questions-là. Donc moi, je prends mes responsabilités. Lorsque je vous dis que désormais le ministère va être regardant pour le prochain match, la FEGAFOOT soumet un budget. Nous allons examiner le budget de la FEGAFOOT. Nous allons regarder ligne par ligne. Ligne hébergement, est-ce que le choix de l'hôtel de la FEGAFOOT est le meilleur? Est-ce que le choix du transporteur est le meilleur? On va regarder. Mais nous ne pouvons pas faire le budget en lieu et place de la FEGAFOOT. En revanche, puisque c'est nous qui payons, nous allons regarder dans les détails, est-ce que nous payons la bonne dépense? C'est de ça qu'il s'agit. En le disant, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont des habitudes. Est-ce que ça sous-entend que les suspicions de détournement De détournement de des fonds, deniers publics de qui sont malversation mis en exergue dans la presse, est-ce que ça voudrait dire que c'est quelque chose de fondé ou... Moi, je parle en tant que ministre. Et un ministre ne parle pas sans preuve. Et je ne peux pas, moi, aller commenter des éléments pour lesquels je n'ai pas de preuve. Est-ce qu'il y a lieu pour vous de diligenter une enquête Je ne vais ou pas de vous le commander dire. une étude Je ne vais pas vous le dire. Je vous dis une chose, nous allons procéder aux inspections et aux édits nécessaires. Mais j'ai bien indiqué qu'il s'agit de mettre autour des Panthères un environnement qui leur permette d'avoir de bons résultats. Si pour avoir cet environnement, il faut qu'il soit logé dans un hôtel 4 étoiles, nous prendrons l'hôtel 4 étoiles. Est-ce qu'on s'entend? Mais en contrepartie, nous attendons du résultat. C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est rien d'autre. Évidemment, personne n'est contraint de gagner. Mais lorsqu'on a perdu, qu'on perd au moins après s'être battu, ce qu'on ne comprend pas et qui a failli causer le divorce définitif entre le public et les Panthères, c'est qu'on a eu le sentiment pendant longtemps qu'ils ne se battaient pas sur le terrain. Ça, c'est un constat de spectateur qui va au stade, qui se rend compte que les gars, on n'a pas l'impression qu'ils mouillent le maillot. Là, il faut qu'ils mouillent le maillot. Nous avons un match, nous ne sommes pas encore qualifiés. Sur le chemin de la qualification, on doit affronter le Mali. On doit affronter en match retour le Burundi. Ces deux morceaux, il faut que les Panthères gagnent ces deux matchs. C'est la seule manière de s'assurer d'une qualification. Il faut gagner. Et pour gagner, nous avons besoin de tout le monde. Pour gagner, nous avons besoin de sérénité. Pour gagner, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui viennent soutenir les Panthères. Je parle du public gabonais. Mais nous avons d'abord besoin des joueurs qui se battent pour le maillot. Je vous le dis, moi je suis ministre de la Culture. Donc je porte en tant que tel la question de l'éducation populaire, la question de l'instruction civique, la question des valeurs. Lorsque ensemble, nous faisons la fête des cultures, nous faisons la fête du drapeau, nous faisons Gabon 9 provinces, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on veut s'amuser, c'est parce qu'on veut renouer le lien entre la nation et ses élites. Et un de ces liens, c'est l'équipe nationale. C'est pour ça qu'elle est nationale. Lorsqu'on porte le maillot, il faut se battre pour le maillot. Il faut se battre pour les couleurs.
Ils ont la capacité d'aller très loin. Il faut qu'on règle les problèmes qui se posent souvent dans le vestiaire et qui ne tiennent pas des conditions dans lesquelles ils vivent, qui tiennent à des comportements. Il faut les dénoncer. Ne pas le faire, je suis désolé, c'est rentrer dans le corporatisme. Et moi, je ne suis pas là pour être dans le corporatisme. Moi, je porte des valeurs en tant que ministre. On peut me reprocher à titre personnel de ne pas être capable de ci, de ne pas être capable de ça. Oui, mais en tant que ministre, je suis obligé, moi, de porter des valeurs et de les incarner. À titre personnel, vous venez de le dire, monsieur le ministre, c'est vrai que je ne vais pas faire référence aux réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux disent que vous avez des problèmes personnels avec certaines personnes, sur le plan personnel, avec certains dirigeants des structures qui vous accompagnent dans la gestion des panthères. Moi, jamais. J'ai aucun problème personnel avec personne. Vous n'avez aucun problème avec, par exemple, le président de la FEGAFOOT ou le responsable du FNDS? Mais non, aucun. Aucun problème. Vous savez, les réseaux sociaux, d'abord, la première chose qui les caractérise, c'est l'anonymat. La seconde chose, c'est les commentaires du commentaire du commentaire. On s'éloigne progressivement des faits. Il n'y a aucun problème personnel. Il n'y a que des problèmes de règles à rappeler aux uns aux autres. Qu'est-ce que les problèmes personnels viennent faire dedans? Il n'y a aucun problème personnel. Je n'ai aucun problème personnel avec le président de la FEGAFOOT. Ce n'est pas moi qui l'ai élu. On ne travaille pas tous les jours. C'est un acteur du ministère. Lorsque je lui demande de faire quelque chose, il le fait. Lorsque je dis quelque chose et que lui, en tant que conseiller, parce qu'en tant que président de la FEGAFOOT, il est conseiller du ministre dans le domaine du football. Je prends un exemple. Pour le dernier regroupement des panthères, le ministère a souhaité que les panthères, compte tenu de certains problèmes de comportement, soient regroupés hors de Libreville. Nous avons choisi un lieu. La FEGAFOOT m'a saisi en me disant, monsieur le ministre d'État, nous sommes d'accord, mais voici les difficultés. S'ils vont hors de Libreville, il faudra les transporter, ça prendra du temps, on ne pourra pas bien les maîtriser, donc il vaut mieux. J'ai suivi leurs conseils. Donc ils sont conseillers, moi je travaille avec eux. J'ai aucun problème personnel avec personne. Je sais que les réseaux ont parlé d'un souci que j'aurais eu avec monsieur Simard. Je ne suis pas au courant qu'on ait eu un souci. Si vous connaissez, dites-le moi. Non, monsieur le ministre d'État, nous, on ne connaît pas. Alors, tout à l'heure, on parlait évidemment de la sélection nationale et on parlait du sélectionneur. On sait que le Camacho est parti pour défaut de résultats. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel est aujourd'hui le traitement qui est celui de Daniel Cousin, étant donné que celui de Camacho avait été mis sous scellé, personne n'avait une idée de ce qu'il en était. Donc, première question. La deuxième question est que beaucoup de personnes se posent, c'est celle de savoir pourquoi avoir nécessairement choisi Daniel Cousin alors qu'il ne présentait pas tout ce qu'il y avait comme qualificatif pour le désigner comme sélectionneur. Le contrat entre Camacho et son employeur, qui est la FEGAFOOT, concernait Camacho et la FEGAFOOT. Le contrat entre Daniel Cousin et la FEGAFOOT concerne Daniel Cousin et la FEGAFOOT. Ce n'est pas moi qui vais vous livrer les clauses de ce contrat, mais j'imagine que si Daniel Cousin est sur le banc des Panthères, c'est qu'il a un traitement qui lui permet d'être sur le banc des Panthères. J'imagine. Maintenant, pour ce qui est du choix qui a été fait sur Daniel Cousin, c'est un choix de responsabilité. Daniel Cousin, lorsqu'il était joueur, autant que je m'en souvienne, le public gabonais l'a beaucoup apprécié comme joueur. Le public gabonais l'a beaucoup apprécié comme capitaine également. Et je crois qu'aujourd'hui, le public gabonais l'apprécie sur le banc. Moi, j'étais au dernier match des Panthères au stade de l'Amitié d'Angondje. Et son nom a été scandé par le public. Je ne pense pas que c'était uniquement parce qu'il y a eu la victoire. C'est aussi de voir qu'on a sur le banc un Gabonais. Ça faisait un moment que les Gabonais le demandaient. Après, vous me dites, est-ce qu'il avait toutes les qualifications? On m'a parlé de son expérience, etc. Il se fera son expérience sur le banc des Panthères. Il se fera l'expérience sur le banc des Panthères. On a pris des gens qui étaient très qualifiés, très capés. Quel a été le résultat? Essayons donc avec une autre formule. Ce qui nous importe, c'est le résultat. Après, demain, il peut ne pas gagner. On va examiner, mais il faut faire confiance. Mais surtout, il faut un travail sur la durée. Notre problème à nous, c'est que comme nous sommes un peuple de cueilleurs, et donc on ne sait pas être patient, on ne sait pas cultiver, on ne sait pas se dire, je plante un manguier, dans 3 ans, je vais en consommer les fruits. On veut planter aujourd'hui et manger demain. Un peu comme dans nos rites traditionnels, les bananes qu'on plante le matin, qu'on mange le soir. Mais dans le domaine du sport, il faut travailler sur la durée. Et il faut un projet sportif sur la durée. Il faut le bâtir sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans peut-être. Vous voyez le problème de la formation. Nous sommes allés au séminaire sur le sport.
tous ceux qui sont intervenus ont pointé comme premier problème la formation. Nous avons une élite aujourd'hui qui est constituée de sportifs qui se sont faits par eux-mêmes. Il faut la formation. Une formation des formateurs, une formation pour les joueurs eux-mêmes, une formation pour les encadreurs. Il faut mettre le paquet sur la formation. Mais ça, il faut du temps. Oui, d'accord. Oui, moi je voulais demander à monsieur le ministre d'État, est-ce qu'avec vos dernières interventions, vous allez convaincre l'opinion nationale que désormais le politique va sortir du sport des panthères? J'ai pris un engagement public et je tiens cet engagement. Jamais je n'indiquerai à Daniel Cousin quel jour il faut sélectionner. Je ne suis pas compétent pour ça, ni en tant que personne, ni en tant que ministre. Jamais je lui dirai, il faut classer un tel pour qu'il joue comme ça, comme ça. Ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas le mien. Je fixe la règle, il faut que chacun respecte la règle. Le politique, s'il se mêle, il se mêle parce que c'est l'équipe nationale, c'est la nation. Et que lorsque nous sommes battus, c'est le Gabon qui est battu. Donc quand le politique se mêle, il se mêle pour améliorer. Il ne se mêle pas pour détruire. Maintenant, si en cherchant à améliorer, ça pose problème, il se retirera. Je vous ai dit, je suis allé voir les joueurs. Ils m'ont dit, monsieur le ministre d'État, nos équipements-là ne sont pas bons. J'ai demandé à la fédération de s'organiser pour changer les équipements des panthères. Ils m'ont dit, monsieur le ministre d'État, il faut améliorer notre restauration, etc. On l'a amélioré. Chaque fois qu'ils vont poser un problème qui vise à améliorer leurs conditions, on va examiner et on va agir. La contrepartie, au-delà de la victoire sur le terrain, c'est l'état d'esprit. Ce sont les valeurs. Encore une fois, l'équipe nationale doit porter des valeurs. C'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Donc, oui, le politique ne se mêlera pas en termes de choix des uns et des autres, mais le politique continue à regarder parce que c'est l'équipe nationale. Alors, c'est la dernière question. Oui, il y a deux avant-dernières questions. La seule dernière question, c'est la dernière des dernières. Deux avant. Non, tu ne peux pas On avoir n'a deux même pas avant. parlé de culture d'Afrique. Voilà, On c'est pourquoi je dis deux avant-dernières. Donc, la question que je pose tout de suite est d'abord celle qui est en rapport aujourd'hui avec le fait que vous avez 7 mois au niveau du ministère des Sports. Vous avez fait un certain nombre de tournées pour prendre langue avec aussi bien vos administrés, mais également l'ensemble des installations sportives. Mais il y a certaines installations qui sont pratiquement à l'abandon aujourd'hui. C'est une question de ressources financières. Le problème, il n'est pas compliqué. On a mis en place un instrument pour l'entretien des infrastructures sportives, la NAGEISC. Si vous regardez le budget 2019, c'est 0 francs. Donc, c'est une question de ressources financières. On n'entretient pas un stade avec 0 francs. Donc, c'est un problème qu'il faut résoudre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des palétuviers qui vont désormais pousser dans des stades comme celui d'Oyem ou encore, je ne sais pas, à Franceville? Il faut le craindre si on n'entretient pas. Et puisqu'on ne veut pas arriver à ça, on va trouver des solutions pour ne pas arriver à ça. Les solutions, il faut les examiner. Mais c'est une erreur de penser qu'un stade peut être rentable. L'État devra toujours continuer à mettre un minimum dans l'entretien. Ces infrastructures nous ont coûté beaucoup d'argent. Il faut entretenir. Donc ce n'est qu'un problème de ressources financières. Il faut mettre de la ressource pour entretenir les stades. Avant la culture. C'est ça va dans la question que tu allais poser. D'accord. Au-delà de l'entretien, monsieur le ministre, il y a aussi l'utilisation quotidienne de ces infrastructures sportives. La CAN est passée, on en a fait 2. Donc, on peut bien avoir un budget pour les entretenir. Mais est-ce que aujourd'hui, dans votre ministère, vous réfléchissez à des politiques pour faire vivre ces Mais nous n'avons stades-là pas fait que réfléchir. Notamment nous avons décidé. en tenant compte du démarrage du championnat national. Nous avons décidé que les championnats nationaux se jouent désormais sur ces installations-là. Nous trouvions que c'était incongru qu'on ait construit ces stades et qu'on ait joué les championnats nationaux sur des terrains privés à la périphérie de Libreville. Donc désormais, les championnats vont se jouer sur ces stades-là, à Libreville, à Port-Gentil, à Oyem et à Franceville. Pour ce qui est d'Oyem, nous avons dit que le championnat ne se jouera ni à Kwakam, ni à Gaston-Péry-Labitam. Il se jouera au stade Ngong. Donc voilà, les décisions sont prises, mais pour que les championnats se jouent, il faut donc entretenir. Donc on va mettre de la ressource pour entretenir et les championnats vont se jouer. Et ces espaces vont également abriter des événements culturels. Nous ferons au mois de février, dans la province du Wolontem, un événement autour du VET. En février, on fera à Mouila un événement autour du Bouti. Et pendant le même mois de février, à Franceville, on aura un événement autour du Njobi. Mais à Oyem, comme à Franceville, ce sera autour de ces installations. Est-ce qu'ils pourront servir aussi aux établissements scolaires qui ne bénéficient pas de plateau sportif? Mais quand on relance l'OCSU, c'est bien autour de ces questions-là qu'on relance l'OCSU. Bien sûr, vous avez raison, mais vous savez, ce n'est pas demain qu'on va organiser une nouvelle CAN. Il faut qu'on en soit conscient. En revanche,
nous avons l'obligation, parce qu'on s'est doté d'infrastructures sportives de qualité, de les solliciter, de les entretenir pour l'athlétisme, pour d'autres plateaux sportifs. Certaines infrastructures méritent d'être complétées. À OIM, il n'y a pas de plateau sportif extérieur. Il faut les construire. À Franceville, il n'y en a pas. Il faut les construire. Et donc, il faut compléter, mais il faut absolument les utiliser dans le cadre de l'OXU, dans le cadre des championnats nationaux de handball, de basket, etc. C'est indispensable. La grande attente aussi des populations par rapport au ministère dont vous avez la charge, c'est l'ouverture du musée, sinon la réouverture du musée national. Ça aurait dû être fait avant le 17 août. Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avions voulu le faire avant le 17 août. Le chef de l'État s'est déplacé et il a procédé à un certain nombre de réaménagements. On a tenu compte de ces observations, nous avons réaménagé. Techniquement, nous avons fait venir des experts du musée du Quai Branly qui nous ont conseillé de terminer les travaux au mois d'octobre. Donc dans une semaine, les travaux seront achevés et de laisser tourner à vide pendant 2 mois pour que les odeurs de peinture, etc., tout ça n'aille pas abîmer les pièces qu'on va y installer. Donc ce musée sera ouvert cette fin d'année. Les populations peuvent en être rassurées. Nous travaillons actuellement sur la question de l'exposition d'ouverture. Parce qu'il faut une exposition qui va durer plusieurs mois pour marquer l'ouverture du musée. Mais je crois qu'il faut être un peu patient. Il y a là un bel outil qui va être mis à disposition du public, des élèves, des étudiants et des universités. Vous dites ça en souriant. Vous êtes satisfait du résultat? En fait, je pense que on aurait pu faire mieux. Mais par rapport à ce qu'on avait, je pense qu'on peut se satisfaire de ce que nous aurons désormais. Parce que c'est aménagé de sorte que ce soit un lieu agréable, avec un beau jardin, avec des petits ponts qui ont été construits, avec un rappel de pont en liane, avec une bibliothèque, avec des espaces de restauration, des espaces pour que les enfants se sentent à l'aise. Un petit espace tribune pour des petits spectacles, etc. Je pense que oui, ce sera un lieu de vie. Oui. Mais vous serez invité. Dernière question. Je pense qu'on pourra faire une avant-première. D'accord. Dernière question. Sur le long terme, est-ce que le ministère de la Culture envisage de doter toutes les provinces des infrastructures de telle nature? Quelqu'un a dit à long terme, on sera tous morts. Faisons-le sur le moyen terme. D'accord. On rappelle qu'on avait le ministre d'État des Sports et de la Culture en charge du tourisme qui était avec nous ce matin dans le studio des 104.5 Urban FM, monsieur Alain-Claude Bilibinze, qui revient fraîchement des élections législatives, là où il a été élu au premier tour. Ouais. 63,17%. Toutes nos félicitations. Monsieur le ministre. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Bonne journée à vous. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.